Notre voyage débute dans la capitale de la Cornouaille, Quimper. C'est ici que vit notre premier guide breton, Lucien Kergoat, maître de conférences à la retraite et professeur de langue bretonne. Mon attachement à ce pays, c'est d'abord l'attachement à une langue, le breton, qui est ma langue maternelle. Une langue, c'est une culture. Chaque langue voit le monde d'une manière légèrement différente. La culture de la Bretagne est singulière. La Bretagne, c'est une histoire. Habiter ici, c'est également habiter dans un environnement qui est paradisiaque. C'est un pays extraordinaire. Lucien est ici chez lui et brûle d'envie de nous montrer, au bout de la rue Quéréon, le joyau de la cité, la cathédrale Saint-Corentin. Véritable trésor de l'art gothique, elle est le symbole de la ville et une étape incontournable. Pour cette visite dans ce bâtiment somptueux, Lucien a choisi de se faire accompagner par Élodie Poirot, urbaniste et guide de la ville de Quimper. Est-ce que tu sais qu'ici on est dans la rue Quéréon? La rue Quéréon, effectivement, oui, la rue des cordonniers, car Quéréon en breton, c'est le pluriel de quéré, qui veut dire cordonnier. Et face à nous, la cathédrale. Je pose toujours une question, pourquoi est-ce que l'axe du front est désaxé par rapport à l'ensemble? Oui. Tu as sûrement l'explication. J'ai des hypothèses. Il n'y a pas d'explication écrite, mais on a des hypothèses. La première, tu l'as face à toi. Quand tu regardes la maîtresse vitre, tu vois le Christ qui a la tête penchée. Oui, comme sur presque tous les croix. Oui, mais comme le cœur de cette cathédrale. Après, il est aussi probable que cette nef absorbe l'ancienne église romane. Et puis, il y en a une que je trouve intéressante, c'est l'idée que le portail occidental, quand il est mis en place au XVe siècle, il est aussi dans l'axe de la rue Quéréon. Et la rue Quéréon, c'est l'entrée de la cité de l'évêque. Donc il n'est pas interdit d'imaginer que, d'un point de vue de l'urbanisme, cette façade soit mise en valeur par rapport à la rue Quéréon. Pour filer directement à la cathédrale. Bah oui. On vient de la rue. Et puis la rue Quéréon, c'est la rue principale de la cité épiscopale. Voilà. Donc après cette explication, il y a un endroit où j'aimerais bien t'amener, c'est devant le tableau du Père Maunoir. Eh ben avec plaisir. On y va. Donc le tableau représente le Père Maunoir à genoux, et puis l'ange qui semble lui donner le don de la parole, le don de la langue bretonne, car d'après la légende, le Père Maunoir aurait appris le breton en 3 jours. Un miracle. Un miracle. On lui doit la première grammaire de la langue bretonne, et une méthode très efficace pour apprendre les langues. Élodie décide de prendre de la hauteur et de grimper avec Lucien en haut de la cathédrale, au pied des flèches. Elles ont été dressées en 1854. Pour payer leur construction, l'évêque de l'époque avait imposé aux fidèles le sou de Saint-Corentin, consistant pour chaque habitant du diocèse à donner 1 sou par an pendant 5 ans. Donc là, tu vois, on est tout en haut de la flèche nord et tu commences à voir un peu la vue magnifique qu'on a d'ici. C'est fabuleux hein, d'avoir ce regard sur la ville. Et puis on peut laisser son imagination courir et imaginer la ville du Moyen-Âge devant nos yeux. Là. Alors, par contre, je te précise que la partie qui est juste en bas, là, il y a tout un ensemble, un îlot, une partie d'îlot qui a brûlé en 1762. Jusqu'aux maisons en pans de bois qu'on devine un peu plus bas. Exactement. Tu vois, il y a une maison dont le pignon ressort sur la rue Quéréon. C'est exactement là que l'incendie s'est arrêté, parce que les maisons étaient à pans de bois, fragiles, et cet incendie va faire prendre conscience de la fragilité de cette ville. C'est dans la nuit du 17 au 18 juin 1762 qu'un feu prend dans une boutique de la rue Quéréon, puis se propage rapidement aux maisons voisines, faites pour la plupart de bois. 9 maisons sont entièrement détruites et 6 autres gravement endommagées. Les constructions suivantes seront faites de pierre afin de se prémunir contre ces incendies destructeurs. Malgré cela, il reste encore dans les rues de la vieille ville de nombreuses maisons à pans de bois qui font la fierté des Quimpérois. À côté de la cathédrale, il y a un lieu étrange et magique où Lucien souhaite nous emmener et dont la plupart des visiteurs ignorent l'existence.
c'est la bibliothèque de l'évêché. Lucienne l'a beaucoup fréquentée pendant ses études universitaires. Il y retrouve le bibliothécaire de ce lieu depuis 25 ans, Yann Selton. Donc voici les lieux. Et pour une chapelle, c'est vraiment une reconversion inspirée et réussie. Ben oui, c'est Pour vrai une chapelle. qu'avant c'était une chapelle construite par les jésuites au 19e siècle qui a servi de chapelle de quartier. La bibliothèque est ici depuis les années 70 simplement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez courant en France à cette époque-là. On crée des bibliothèques diocésaines un peu partout à ce moment-là. Et c'est à cette époque-là que je l'ai fréquenté pour les premières fois parce que je travaillais sur ma thèse et à l'époque c'était un entassement de boîtes de rangement. Alors je suis ravi de voir de quelle manière le fond a évolué. J'espère que ça a un petit peu changé depuis et c'est une bonne chose, quoi. Bon, eh ben, ça tombe bien parce que je vais te montrer une rareté que tu n'as peut-être pas vue justement à l'époque à l'époque de la thèse et on va aller voir ça. Alors voici sur la table deux ouvrages parmi les livres les plus anciens et les plus précieux que nous conservons ici dans notre bibliothèque. Tout d'abord celui-ci qui est un incunable. Les incunables, ce sont les premiers livres de l'imprimerie qui datent de la Bible de Gutenberg à 1500. Donc voilà, c'est un très beau volume dans un parfait état, mais ça n'est peut-être pas celui-ci qui est le plus précieux et le plus attachant pour nous, c'est celui-là qui est bien plus modeste. Donc c'est un livre de 1526. C'est le Missel de Léon, un ouvrage liturgique, et il a une particularité, c'est un des premiers livres qui a un texte imprimé en langue bretonne que l'on voit ici dans la liturgie du mariage. Ah oui, je vois effectivement un paragraphe. Otrunes, Gredeganom Onimbranu, messieurs, nous avons publié les annonces, les bans, voilà. Oui. Oui, le texte breton inséré dans du latin. C'est un ouvrage qui est postérieur à un autre ouvrage qui est un dictionnaire trilingue, breton, latin, français. Qui est du coup aussi le premier dictionnaire français. Qui est par le fait même le premier dictionnaire français qui existe. Oui, hein, oui. Mais je crois que la langue bretonne était très très parlée, en tout cas en Basse-Bretagne. Elle était parlée par la majorité de la population. Elle servait également de vecteur d'enseignement. La langue était standardisée. À l'autre bout de la ville, dans le quartier de Locmaria, est née une activité qui participe depuis plus de 300 ans à la renommée de Quimper, la faïencerie. Et c'est dans les ateliers de la mythique faïencerie Henriot que Lucienne a rendez-vous avec Fabienne Kernéis. Comme la plupart des Finistériens, notre ambassadeur possède depuis sa plus tendre enfance un bol breton à son nom. Ah ben les voilà, les petits bols de mon enfance. Bah oui, c'est celui-là, mais plus petit ici. Celui-ci fait 10 cm de diamètre, il est réservé pour les tout petits enfants. Vous avez dû avoir le bol un petit peu plus grand. Moi, j'ai eu le format adulte tout de suite lorsque j'étais petit, donc avec mon nom décrit dessus. Mes enfants ont eu leur bol Henriot également. Mes petits-enfants ont également leur bol Henriot. J'y buvais mon café au lait, mes petits-enfants leur chocolat chaud. Ah bah, ça m'étonne pas, ça se transmet de génération en génération de toute façon. Avec ses oreilles typiques et ses personnages aux couleurs naïves, cet objet culte est né ici il y a plus de 300 ans et la technique de fabrication n'a quasiment pas changé depuis le XVIIIe siècle. Mais ce qui fascine Lucienne, c'est la décoration du bol. Il veut savoir comment étaient dessinés les personnages de son enfance. À l'arrivée des chemins de fer à Quimper, les premiers touristes ont commencé à demander des produits très typiques du coin. C'est là qu'on a inventé le fameux décor du petit breton. Et aujourd'hui, ce sont tous les Bretons qui se le sont réappropriés et qui se l'offrent, ce bol avec le breton à l'intérieur, pour les naissances, les anniversaires, quand il y a un nouveau venu dans la famille. On sait que la personne est acceptée à partir du moment où elle a son bol avec le breton à l'intérieur et le prénom devant. Bon, je vois une fresque, mais où est la fleur? Sur le bol de mon enfance, il y avait une fleur. Si vous voulez, je vous laisse la faire, puis je vais vous guider. Dessiner une fleur? Mais Oui. je ne sais pas dessiner. Je vais vous guider. Lucienne va s'essayer à l'exercice. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il faut 3 ans de formation avant de maîtriser le geste avec précision. Lucienne, lui, n'a que quelques minutes. On va essayer de faire une sorte de pétale. Et on donne 3 coups de pinceau comme ça, 3 touches. Voilà, hop, comme ça. Et on continue. Alors on va essayer de faire un petit feuillage.
Et puis, il faut du feuillage. C'est petit gros feuillage que petit feuillage. Hein. C'est l'émotion. Hein. Pas évident, hein. Il faut avoir le coup de patte. Après, vous pouvez marquer votre prénom de l'autre côté. alors, j'écris mon prénom. C'est Lucienne, c'est le correspondant breton de Lucien. Voilà, c'est terminé. Je m'arrête. C'est pas mal. Bon, c'est lisible, mais ma foi, c'est pas le bol-là que je vais offrir à mes petits-enfants en rentrant. Oui, mais c'est quand même pas mal. Il faut quand même plusieurs années avant de pouvoir acquérir le coup de pinceau. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, Voilà. j'ai encore 3 ans à travailler. Voilà, au moins, ouais. Fabienne propose à Lucienne de grimper dans les greniers de la maison Henriot. Il va avoir la chance exceptionnelle de pénétrer dans un lieu que les visiteurs ne voient jamais. Alors ici, c'est un lieu magique. C'est ici que sont conservés les moules qui ont servi à la fabrication des bustes en porcelaine qui ornaient au siècle dernier les châteaux bretons. Oh, c'est vraiment fabuleux, c'est toute l'histoire d'Henriot qu'on a devant nous, là. C'est tout à fait ça. C'est ici qu'on conserve tous les moules en plâtre, tous les modèles originaux des artistes. Les plus anciens ici datent de la fin du 19e, en fait. Les autres ont été perdus au gré des rachats, des déménagements. Voilà, je voulais vous montrer des bustes qui ont servi à fabriquer des moules sur des personnages quand même assez étonnants. Hein. Oui, celle-ci n'a pas l'air de bonne humeur. Non, elle n'a pas l'air très commode, effectivement. Je pense que c'est parce qu'elle prenait la pause. Mais pratiquement toutes les personnes que vous voyez là, les bustes, ça représente des personnes qui ont travaillé chez Henriot, qui servaient de modèle. Et celle-ci, qui n'a pas l'air commode, c'était la grand-mère d'une personne qui a travaillé avec moi. Oh, je suis désolé pour le commentaire désobligeant que je l'ai fait tout à Je l'heure. vous en prie, elle fait peur à tout le monde, en fait. Hein. Et toutes les personnes ont mis, en fait, leur costume d'apparat pour poser. Mais quand elles travaillaient ici, elles étaient en tenue de travail. Pour faire, par exemple, les moules qui ont servi à fabriquer les bols les plus anciens. Ah, ouais, mais c'est peut-être celui qui a servi à fabriquer le bol de mon enfance. Ah, c'est possible, hein, il est assez ancien, celui-là. Ben oui, je suis né au siècle dernier. Excusez-moi. Non, mais celui-là n'est pas si vieux, en fait. Hein, il n'est pas très ancien. Donc c'est certainement le vôtre. Merci. Je vous en prie. Loin de la grande ville, bordée par l'océan, la presqu'île de Crozon offre des paysages somptueux. Pointe centrale du Finistère, elle sépare la rade de Brest et la baie de Douarnenez. C'est une magnifique réserve naturelle, un endroit où Lucienne aime faire de longues promenades sur les plages paradisiaques et au bord d'impressionnantes falaises. Les falaises de la presqu'île conservent la mémoire de centaines de millions d'années d'histoire. Et c'est pour nous raconter cette saga géologique que Lucienne rejoint Yves Cyril, un géologue passionné qui vit et travaille sur la presqu'île. Alors Lucienne, tu vois, ici on est face à un grand site de la presqu'île de Crozon, à Camaret-sur-Mer, avec l'anse de Pénade, qui est bordé au sud par la grande pointe de Pénière, avec ses îlots qu'on appelle les tas de pois. Et puis on a également le rocher du Lion. On a l'impression d'avoir un sphinx couché. Et puis ensuite, l'extrémité de la pointe du Toulinguet, avec son phare et son sémaphore. Toul Inget, le trou du petit chevalier. Alors c'est plein d'êtres fabuleux. Penhat, la tête du lièvre, le lion qui est en face de nous. Et puis ma foi, un chevalier, petit chevalier. Moi je vois plutôt une proue de navire qui est en train de prendre le fond. Hein. Alors, on va pas couler, mais je t'arrête tout de suite. On est ici sur un beau témoignage de l'histoire du massif armoricain. À savoir qu'on a une falaise avec des strates qui sont inclinées et elles sont juxtaposées les unes à côté des autres. C'est le gras armoricain. Voilà, Hein, la deuxième roche de Bretagne Ouais, après le granit. Oui, complètement. Et ce gras armoricain, il a 475 millions d'années. Donc on est dans l'ère primaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couche que l'on voit aujourd'hui correspondait initialement à un dépôt de sable qui était en position horizontale. Et ces couches sont également striées, ce sont des failles qui les coupent, si bien que cette pierre qui est très très dure, elle est déjà taillée pour le maçon. Absolument. Ici, en presqu'île de Crozon, dans le passé, les carriers, c'était des géologues qui s'ignoraient quelque part, puisqu'en fait, ils profitaient des structures géologiques pour exploiter la roche, à savoir des strates, des couches, recoupées par un système de fracture. Et ce qui faisait que quand on ouvrait une carrière, il y avait simplement à abattre le front de taille et on avait du moellon de maçonnerie prêt à l'emploi.
Descendant des falaises vers la mer toute proche, Lucienne et Yves vont à la rencontre d'un des trésors de cette côte sauvage, les grottes marines de Morgat. Inaccessibles par la plage, il faut prendre un bateau pour les découvrir. La presqu'île possède le littoral le plus riche en cavités marines de France. Elle compte plus de 440 grottes sur ses 110 km de côte. Tiens, Lugian, je voulais te montrer une des grottes de Morgat, la grotte de l'hôtel. Regarde, elle est majestueuse. Ah oui. Sous les strates de grès que l'on voit là, pourquoi une grotte? La structure de la falaise. Globalement, la falaise elle est stratifiée. On voit bien ces couches successives. Les eaux d'infiltration s'infiltrent dans cette zone de faille. Du coup, la roche est fragilisée. Et la mer en profite. Voilà. Et puis, on a des grosses vagues qui viennent cogner la paroi rocheuse, qui agissent comme véritables coups de bélier, finalement. Et donc, on a ce creusement tout à fait spectaculaire. Les grottes marines de Morgat abritent un spectacle somptueux. C'est à l'intérieur que se trouve la beauté de ces cavités. Une coloration impressionnante recouvre presque entièrement la paroi. Pourquoi est-ce qu'il y a du rouge à un endroit? Alors cette couleur rouge, elle est due à des oxydes de fer, mais il y a aussi une couleur rougeâtre, ce sont des algues rouges qui viennent se fixer contre la roche. Moi j'habite à quelques dizaines de kilomètres d'ici, je ne connaissais pas ces merveilles. Bah oui, ça fait partie des trésors de la presqu'île de Crozon. Quand vous viendrez ici en bateau ou en canoë, vous pourrez avoir la chance d'admirer dans ces grottes des tableaux toujours différents, car l'éclat des couleurs varie en fonction de la luminosité ambiante.